Un corps immobile qui flotte dans une mer houleuse, repêché miraculeusement. Ce survivant, blessé de 2 balles dans le dos, a perdu la mémoire. C'est le début d'une intrigante quête identitaire sur fond d'action et de suspense. L'histoire passionnante d'un agent secret traqué et poursuivi sans relâche, qui ne peut se fier à personne. Et surtout pas à la CIA. À l'origine, Jason Bourne est un personnage de roman d'espionnage à succès des années 80. Un personnage devenu, grâce au cinéma et au visage de Matt Damon, le héros d'une franchise planétaire. Après 13 romans, 4 films et un spin-off, Bourne a été transformé par la culture pop en véritable symbole d'une Amérique post-11 septembre en pleine rédemption. Je me souviens. Je me souviens de tout. Te souvenir de tout ne veut pas dire que tu sais tout. S'il ne venait pas pour nous, s'il avait d'autres projets. Le dernier opus dans les salles à l'été 2016 est sobrement titré Jason Bourne. Un nom devenu une marque qui incarne de nouveaux films d'action nerveux, réalistes, filmés sur le vif. Le nom de l'amnésique dont tout le monde se souvient. Créé dans les années 80 en pleine guerre froide, quand la rivalité entre le KGB et la CIA battait son plein, le personnage s'est transformé avec les époques, pour aujourd'hui baigner dans les théories conspirationnistes. Mais si Jason Bourne évolue, plus que toute autre icône de la culture pop, il est toujours synonyme de paranoïa. À l'origine de Jason Bourne, un écrivain new-yorkais à la fois truculent et énigmatique. Robert Ludlum est un homme aux 1000 vies. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cet ancien marine devient acteur, puis metteur en scène de théâtre pendant les années 50 et 60. Imperméable beige, cigarette à la main, le verre de scotch jamais très loin, à première vue, Robert Ludlum ressemble à s'y méprendre à une parodie d'agent secret. Ah ça, il était très charismatique. Plus tôt dans sa vie, il avait été acteur. Donc il avait cette caractéristique-là en lui. Il était vraiment très grand. Il avait une sorte de présence, comme tous les comédiens de scène. Vous ne pouvez pas monter sur scène sans cette présence qui remplit la pièce. Il avait une vraie voix profonde, sourde, une voix de théâtre. Bob aimait porter ce trench coat. C'était sa signature. C'était un Burberry, je crois. Un trench coat traditionnel anglais. Il buvait beaucoup. Je pense que ça l'aidait. Cela stimulait son esprit. Lui et moi, on s'est souvent retrouvés complètement saouls. Le soir et le midi aussi. Sur les conseils de sa femme, Ludlum se lance à la fin des années 60 dans l'écriture d'un roman. Il a alors déjà 40 ans. Richard Marek, un éditeur new-yorkais, voit arriver le manuscrit sur son bureau. Il voulait écrire. Donc il a juste déversé tout cela sur le papier. Je ne pense pas qu'il avait une formation pour ça, ni qu'il était un grand lecteur. Il s'est juste assis et a écrit. Le manuscrit faisait presque 200 pages de trop. C'est beaucoup trop long. Donc le principal travail sur l'héritage Scarlatti a consisté à couper dedans. Poum, poum, page après page. L'héritage Scarlatti est un roman d'espionnage situé dans l'Allemagne nazie d'avant-guerre.
Et malgré une difficile réécriture pendant 2 longues années, Ludlum est persuadé qu'il tient là un best-seller. Il voulait vraiment apprendre. Et son plus grand souhait était que son livre sorte et devienne un succès. Il n'arrêtait pas de répéter « J'aimerais que le New York Times fasse une critique de mon livre ». En 1971, le New York Times ne remarque même pas la sortie du roman, mais le public, lui, se régale. Le livre est un best-seller et un écrivain à succès est né. Désormais, Ludlum écrit un best-seller tous les ans. Sa marque de fabrique ? Des héros plongés dans une ambiance de guerre froide et d'obscurs complots. Car l'écrivain est sensible aux changements politiques qui ont frappé son pays. L'assassinat de JFK, d'abord, 10 ans plus tôt, en 1963. Tout a changé aux États-Unis, tout. Nous avons perdu notre innocence. On dit qu'on a perdu notre innocence le 11 septembre 2001, mais non, nous l'avons perdue quand Kennedy a été tué. Parce que c'est à ce moment qu'ont commencé les théories complotistes. Elles se diffusaient partout. Puis en 1974, le scandale du Watergate et la démission de Richard Nixon provoquent un électrochoc dans l'opinion publique. Elle découvre avec stupeur que l'administration américaine a utilisé la CIA pour toutes sortes de missions inavouables. On s'aperçoit qu'elle s'attaque également à des citoyens américains. Elle a été utilisée par exemple sous Nixon pour surveiller les activistes, pour surveiller des gens comme John Lennon ou Jane Fonda, tout simplement parce qu'ils contestaient les activités des États-Unis à l'étranger. La CIA a été utilisée pour surveiller le courrier d'un certain nombre de citoyens américains. Donc c'est un vrai retournement de situation et depuis les années 70, la CIA n'a jamais retrouvé la virginité qu'elle avait dans les années 50-60 où elle était perçue comme cet instrument de défense du monde libre. Nous sommes au milieu de tous ces changements sociaux importants. Et ça a eu un effet sur le genre de fiction qu'écrivait Ludlum. Si l'époque est à la méfiance, Ludlum, lui, au fil de ses romans, comme dans sa vie personnelle, se montre carrément paranoïaque. Bob était conspirationniste. Il se méfiait de toutes sortes de groupes. Robert Ludlum était un produit de la guerre froide. L'espionnage était différent à cette époque. C'était avant l'ère de la technologie, des ordinateurs. Pour les hommes de sa génération, la norme, c'était les espions qui travaillaient à l'ancienne. Et c'était plus manuel que technologique. Je pense qu'il pensait réellement que le monde était comme il l'écrivait. Robert Ludlum est toujours resté mystérieux sur ses sources. Pourtant, ses livres sont très documentés, précis et réalistes. À tel point qu'à l'époque, on lui demande souvent en interview s'il n'est pas agent secret lui-même. C'est donc cet écrivain paranoïaque et fantasque qui entame en 1979 son 12e roman. Pour la première fois, il imagine un récit où la CIA est dépeinte comme un repère d'agents troubles aux méthodes controversées. L'histoire ? Jason Bourne, un espion retrouvé grièvement blessé et amnésique. Lorsqu'il est remis sur pied, il se heurte à de nombreux adversaires quand il décide de découvrir sa véritable identité. Et notamment la CIA, qui le pourchasse à travers le monde entier comme un ennemi de l'extérieur. Ce qui est intéressant chez Ludlum, c'est une ambiguïté morale généralisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans les romans portant par exemple sur la Seconde Guerre mondiale, où on a d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. On est dans une espèce d'ambiguïté généralisée où même ceux qui sont du côté des bons ont une face sombre et il faut s'en méfier. Pour donner plus de véracité à son récit, l'auteur s'inspire avec minutie
des moindres détails repérés sur ses photos de vacances avec sa femme. Il se documente comme un journaliste et mène ses enquêtes avec une précision parfois extrême. Une fois, je me souviens qu'il écrivait quelque chose à propos d'Amsterdam. Et il avait besoin de savoir combien de marches il y avait dans la principale gare de la ville. Il ne savait pas, donc nous avons appelé un éditeur hollandais. Ils ont envoyé une secrétaire à la gare qui a compté les marches. Voilà. Il avait vraiment besoin d'être le plus précis possible. En février 1980, La mémoire dans la peau se hisse immédiatement en tête du classement des ventes. On a réalisé très vite, quand on a vu des centaines de courriers arriver, que les gens appréciaient ce livre d'une manière différente des autres. 2 mois plus tard, 300 000 copies sont écoulées aux USA. À la fin de l'année, c'est le 2e roman le plus vendu dans le pays. Il restera dans le classement des meilleures ventes 95 semaines de suite. Nous avons arrêté de compter il y a des années. À mon avis, nous avons vendu peut-être 3,5 millions de copies de La mémoire dans la peau, juste la première année. Puis il y a eu la seconde année, les éditions de poche, les éditions étrangères. Jason Bourne fait son retour en 1987 dans un 2e roman, La mort dans la peau. Puis dans un 3e tome, paru en 1990, La vengeance dans la peau. La saga a désormais changé la donne. Les agences de renseignement deviennent peu à peu des éléments incontournables de la culture pop américaine. Dans la décennie suivante, le cinéma et la télévision s'en emparent, comme dans le film Ennemi d'État avec Will Smith. Ou dans la série Alias, créée par J.J. Abrams. On y retrouve des agents souvent ambigus, dont on ne sait jamais très bien s'ils sont du bon côté de la morale. À l'image du cultissime Homme à la cigarette dans X-Files. On découvre le trouble, parce que tout d'un coup, la pop culture et ces sujets un peu troubles, c'est-à-dire toutes les théories du complot, vont être décryptées par X-Files. Bon, tout ça, évidemment, sont des élucubrations, mais qui font partie quand même de la pop culture américaine et de sa fantaisie, même de son ADN imaginative et créatrice. Pour la plupart des gens, la CIA, c'est un truc sérieux. On ne connaît pas le quart de ce qu'ils font. Mais pour les auteurs, c'est une chose merveilleuse, parce que c'est mystérieux. La CIA, Central Intelligence Service. C'est terrible ce truc. Tout le monde a l'air d'en faire partie si l'on en croit de nombreux auteurs. Dans les années 90, la CIA est partout. Mais à l'image des intrigues fantastiques de X-Files, elle se dilue peu à peu dans la fiction, perdant ainsi le mordant réaliste des romans de Ludlum. Le dernier tome de son héros, Bourne, date de 1990. Mais depuis la fin de la guerre froide, il paraît déjà un peu old school. Jason Bourne bientôt oublié? Pas pour tout le monde. En 1996, un New-Yorkais pur jus d'à peine 30 ans, le réalisateur Doug Liman, vient de faire sensation avec son premier film, Swingers, une comédie indépendante. Dans la foulée, des pontes hollywoodiens veulent le rencontrer et produire son prochain film. Avant de traverser le pays, Doug Liman embarque un roman de sa bibliothèque. Je vis à New York et là j'allais à Los Angeles. C'est un long vol et je cherchais un livre à lire. J'ai voulu relire La mémoire dans la peau, juste pour passer le temps. Et quand je suis arrivé à Los Angeles, j'ai dit « je veux faire La mémoire dans la peau ». Alors tout le monde m'a dit « et vous voulez faire quoi d'autre ?» Là j'ai dit rien d'autre, je veux faire La mémoire dans la peau. Et là les producteurs m'ont dit « vous avez fait une petite comédie, pourquoi ne pas en refaire une autre ?» Et j'ai répété « ce que je veux faire, c'est La mémoire dans la peau ».
En réalité, Doug Liman est fasciné par les aventures de Bourne, car il a lui-même été plongé depuis son enfance dans de très réels scandales d'État. Son père, Arthur Liman, est un avocat new-yorkais qui a notamment dirigé les investigations du scandale de l'Iran Gate, qui avait éclaboussé la présidence de Ronald Reagan en 1986. J'étais aux côtés de mon père pendant une grande partie de cette enquête. Et j'ai vraiment vu de l'intérieur comment le gouvernement américain travaillait avec leurs agences d'espionnage. Et j'ai pensé, je vais raconter cette histoire. Doug Liman, tenace, s'envole pour le Montana. C'est ici, dans ces montagnes au milieu des forêts et des rivières sauvages de la région, que vit désormais à l'écart de la ville Robert Ludlum. De son point de vue, c'était une arrivée assez spectaculaire. Je lui ai demandé la permission de transformer son livre en film. Il a dit oui. Parfois, il suffit juste de demander. Mais cela paraissait dingue que cet immense écrivain dise oui à quelqu'un comme moi, qui n'avait qu'un petit film derrière lui. Mais le jeune réalisateur ne s'arrête pas là. Il reste quelques jours de plus et propose à Ludlum un travail à 4 mains pour écrire le scénario et moderniser l'intrigue. Après qu'il m'ait donné les droits, on s'est assis avec Robert Ludlum, juste tous les deux dans sa maison. J'ai dit, je vais faire une nouvelle histoire maintenant et j'aimerais votre aide. Je voulais savoir ce que cela pouvait donner de travailler avec le cerveau qui a sorti la mémoire dans la peau. Qu'est-ce que cela pourrait donner maintenant? Et Ludlum m'a dit, la guerre froide n'est pas terminée. Ils veulent nous faire croire que c'est terminé, mais non. Brusquement, cela devenait très Ludlumesque. On voyait l'esprit qui avait créé l'univers complexe et torturé de ses romans. Mais moi, je voulais vraiment simplifier tout cela. Donc cela m'a paru évident que Ludlum n'allait m'être d'aucune aide. De retour à New York, Doug Liman, aidé du scénariste Tony Gilroy, transforme complètement l'intrigue du livre. Le studio Universal se lance dans l'aventure et caste l'acteur Matt Damon pour incarner l'espion. Vraiment, il a modernisé Jason Bourne. Un peu comme si Ludlum écrivait sur lui, mais à notre époque, plutôt que d'essayer de reprendre la même intrigue des années 80. Avancez! Là, attendez. Non, ça doit être plus près de la fin. Dans le film, la paranoïa est totale, omniprésente. La géolocalisation, les téléphones et les caméras sont partout. Qui a l'adresse? Le nom de la rue? Kevin Scheid. Ça roule. Je l'ai. Je crois que je l'ai. C'est lui? La grande idée de cette trilogie, de cette première trilogie, a été de mettre en place un héros espion dans ce monde de la surveillance, de la sursurveillance à l'heure d'Internet. C'est un contexte nettement technologique, c'est un contexte dans lequel la CIA surveille le monde entier, réalise des missions pas tout à fait avouables. Mettre ces éléments de surveillance dans le film alors que cela n'était pas encore très connu. En fait, j'ai entendu parler de ça grâce au travail de mon père à Washington. C'est ce que j'ai emprunté à mon père. Le vrai espionnage est vraiment intéressant. Prêt à sortir sur les écrans en septembre 2001, le film subit un brutal arrêt. Suite à l'immense choc que le monde connaît après l'attentat du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, la sortie du film est retardée de plusieurs mois. En octobre 2001, George Bush ratifie le Patriot Act, une loi antiterroriste qui autorise les services de sécurité à accéder aux données informatiques des particuliers et des entreprises. Ce n'est qu'un an plus tard, en novembre 2002, que La mémoire dans la peau sort dans les salles, dans un étrange écho de la nouvelle donne mondiale. Les caméras partout dans les villes,
les yeux dans le ciel, la surveillance des déplacements des passants dans les aéroports, dans les gares, dans les stations de bus. Toutes ces choses ont commencé après le 11 septembre 2001. Prise de conscience que le monde, en tout cas le monde américain, n'est plus comme avant, ne pourra plus être comme avant, ne peut plus être filmé comme avant, que l'ennemi doit être envisagé différemment. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après dans le pays, un avant et un après sur les écrans, forcément. Avant la guerre froide, c'était simple. D'accord, il y avait quelques agents doubles qu'on échangeait après à Berlin, je te donne celui-là, tu m'en celui-là, mais là, soudainement, l'Amérique se dit, on peut nous tuer de l'intérieur. L'ennemi n'est pas de l'autre côté du mur, l'ennemi est chez nous. Le film fait sensation. Les recettes sont inattendues avec 214 millions de dollars amassés dans le monde. Les studios Universal lancent l'adaptation de la suite, La mort dans la peau, en 2004. Le réalisateur a changé. Il s'agit désormais du Britannique Paul Greengrass. Mais la saga continue de cartonner. La vengeance dans la peau sort en 2007. Et à l'été 2016, Jason Bourne revient sur les écrans. Je me souviens. Je me souviens de tout. La saga se remet au cœur de l'actu et brasse les sujets brûlants de maintenant. Bourne s'est adapté à un monde totalement connecté, à notre époque qui voit les conspirationnistes 2.0 pulluler sur le net. Et dans un surprenant dialogue avec la réalité, le film fait aussi référence au phénomène des lanceurs d'alerte, comme Edward Snowden. On a été piraté. Peut-être pire que Snowden. On a une reconnaissance faciale. Bon sang, c'est Jason Bourne. Edward Snowden ressemble à Jason Bourne, ou l'inverse. Comme Jason Bourne, cet ancien technicien de la CIA est pourchassé à travers le monde, perçu comme un héros par certains, par d'autres comme un traître, qui aurait dévoilé au monde des secrets d'État. Une preuve éclatante de la modernité de Jason Bourne, l'espion anti-establishment et ambigu, créé pourtant 35 ans plus tôt. Snowden est jeune, rebelle. Il fuit en Europe de l'Est, en Russie. Et il est intelligent. Ce que l'on peut dire de Snowden, c'est qu'il est malin. Et Jason Bourne, son super pouvoir, c'est son intelligence. Donc j'aime cette comparaison. Ça me plaît par rapport au personnage que nous avons créé. Il y a une manifestation devant le siège du Parlement grec. C'est tout simplement des intrigues qui sont bien évidemment des films d'action, mais des films d'action intelligents qui parlent aux spectateurs des problématiques d'aujourd'hui. Donc forcément, ils ne pouvaient pas rester indifférents à tout ce qui se passe autour de Wikileaks, des Panama Papers, etc. Icône pop en puissance, Jason Bourne s'adapte, sans prendre une ride, aux peurs des époques qu'il traverse. Aujourd'hui, il renaît dans une période étouffante où les théories conspirationnistes sont plus que jamais répandues.